On en vient du coup sans aucune transition à la question de l'évaluation du risque par le juge des droits de l'homme. Et donc nous allons écouter Monsieur Frédéric Bouhon de Liège. Merci Madame la Présidente. Je souhaite évidemment remercier les organisateurs pour l'hospitalité qu'ils nous ont réservée ici à Lyon et pour l'occasion qu'ils me donnent de dire quelques mots sur une réflexion en cours. Je commence, si vous le permettez, par un extrait de roman, d'un roman que j'aime beaucoup. Je suis une bonne mère. Je pense à tout ce qui pourrait leur arriver. Tous les accidents qu'ils risquent, j'y pense d'avance. Ce sont mes enfants. Je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour leur éviter les calamités innombrables qui les guettent. Je frémis à l'idée qu'ils peuvent manger des baies empoisonnées, s'asseoir dans l'herbe humide, recevoir une branche sur la tête, tomber dans le puits, rouler du haut de la falaise, avaler des cailloux, se faire piquer par les fourmis, par les abeilles, par les scarabées, les ronces, les oiseaux. Ils peuvent respirer des fleurs, les respirer trop fort. Un pétale leur entre par la narine, ils ont le nez obstrué. Cela remonte au cerveau, ils meurent. C'est la crainte d'une mère, de Clémentine, dans l'ouvrage bien connu de Maurice Vian. C'est une mère qui craint pour ses enfants, et vous voyez que la notion de risque, évidemment, est présente dans ce passage, comme dans mon exposé de ce midi. Le point de départ de ma réflexion, c'est que la notion de risque, elle est beaucoup utilisée en droit. Je pense qu'on a utilisé le mot au moins 20 ou 25 fois depuis hier, mais que la notion est assez peu conceptualisée par les juristes. On vit dans une société du risque. C'est la Risikogesellschaft développée par le sociologue allemand Ulrich Beck, auquel les juristes ne s'intéressent pas beaucoup, pas toujours, mais enfin, on a par exemple François Host qui a écrit que l'avenir, puisqu'il est inconnu, fait peur, que le risque est un principe de la société moderne. Voici 3 images prises la semaine dernière dans les alentours de mon domicile à Liège, et au hasard de mes déplacements, donc je n'ai pas cherché à trouver des occurrences du mot risque, ça démontre que nous vivons bien dans une société du risque. La notion est partout. Avant de venir à des considérations juridiques, qu'est-ce que c'est au fond un risque ? C'est un dommage potentiel. C'est la potentialité de perdre quelque chose de valeur ou de ne pas obtenir quelque chose de valeur à quoi on s'attend. Les économistes qui conceptualisent plus l'idée y associent à juste titre une notion d'incertitude. Le risque suppose l'incertitude. Quand vous êtes certain qu'un dommage va arriver, ce n'est plus un risque, c'est autre chose. Et on peut aller un petit peu plus loin que les économistes et prendre 1 minute pour, de manière très basique évidemment, discuter de théorie de la gestion des risques. L'évaluation d'un risque dépend basiquement de 2 éléments. La gravité du dommage que vous craignez, d'une part, et la probabilité que ce dommage se produise d'autre part. Ce matin, on a rappelé que le risque de mourir en traversant la Méditerranée, c'est 21%. C'est un exemple concret de probabilité. Un risque peut être élevé parce que le dommage potentiel est grave, ou parce que la probabilité de son occurrence est grande, ou bien sûr parce que l'un et l'autre élément se conjuguent. Une fois qu'on a évalué le niveau d'un risque, on peut ajouter un 3e élément. C'est l'idée d'acceptabilité. Un risque est acceptable si le bénéfice que vous attendez d'une décision est plus grand que l'ampleur du risque que vous prenez. On est tous d'accord que sauter dans le Rhône, ce n'est pas une bonne idée, c'est un risque trop grand si le but c'est de mesurer la température de l'eau. Par contre, si l'intention est de sauver un enfant qui s'y noie, le risque est peut-être acceptable. Donc c'est une notion relative. Elle est relative, elle est contextualisée, elle est aussi culturelle. J'étais il y a quelques jours au Caire, et je peux vous dire que l'acceptabilité du risque lié à la conduite automobile n'est pas le même qu'à Lyon ou qu'à Liège. Alors j'en viens maintenant aux relations entre droit et risque. On peut envisager ça de façon différente, plusieurs approches. L'une d'elles est proposée par le mouvement Law and Economics. Il s'agit de considérer que le droit est un élément, parmi d'autres, à prendre en compte dans les choix que les individus posent. À cet égard, un individu peut décider de ne pas respecter une norme de droit et donc de prendre le risque de subir une sanction parce qu'il espère tirer un bénéfice de son choix, par exemple éviter un coût.
Vous pouvez décider de ne pas vous acquitter du prix de votre billet de transport quand vous montez dans le tram T1 à Lyon. Vous gagnez ainsi 1,90 €, mais vous prenez le risque de devoir payer une amende de 60 €. Est-ce que le risque est probable? C'est la question. Ce n'est pas tellement cette approche-là que je vous propose, c'est une approche beaucoup plus classique, celle qui est déjà proposée par Hobbes. Au fond, le droit, c'est un moyen de prévenir des risques. Le droit vise notamment à limiter le risque que des individus subissent la violence d'autres individus. Et dans ce contexte-là, les droits fondamentaux peuvent être considérés comme des moyens de diminuer un risque particulier, le risque d'oppression de la part des autorités. En tout cas, quand on voit les droits fondamentaux au sens très classique. Si on s'intéresse à une dimension plus particulière, celle des obligations positives, on peut considérer que le risque est souvent l'élément déclencheur de l'obligation pour l'autorité. C'est parce qu'un certain risque existe que l'État doit agir. Alors, pas n'importe quel risque. Vous savez que la portée des obligations positives ne peut pas être illimitée. La Cour le répète très souvent, il faut interpréter l'obligation positive de l'État de manière à ne pas lui imposer un fardeau insupportable ou excessif. C'est évident. Donc, l'obligation positive, elle suppose un risque caractérisé. Il faut un certain seuil. Et on a vu, c'est pour ça que j'en ai parlé, comment on peut mesurer un risque. Que vient faire le juge dans cette histoire, dans ce schéma? Il n'est pas en première ligne. En général, ce sont plutôt les pouvoirs législatifs et exécutifs, l'administration, qui doit évaluer les risques qui existent et y réagir par des mesures, soit des mesures structurelles pour protéger la collectivité dans son ensemble, soit des mesures ciblées pour protéger un individu qui est en danger. Le juge alors intervient la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps en seconde ligne, pour vérifier si les autres autorités que je viens de mentionner ont bien évalué le risque et y ont bien réagi. Le juge peut se poser deux questions. Au fond, quel est le type de risque? Quel est le seuil qu'il faut envisager pour qu'une obligation naisse? Et comment, en pratique, est-ce qu'on peut identifier l'existence d'un tel risque? Je ne prétends pas que je vais répondre à tout cela dans les minutes qui me restent, mais livrer quelques pistes de réflexion. D'abord, l'observation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, avec ces questions en tête, m'a amené à constater une grande diversité terminologique dans la manière dont le risque est approché. Vous voyez quelques expressions et le nombre d'occurrences dans la jurisprudence. On parle de risque sérieux, de risque élevé, de risque certain, de risque important, et ainsi de suite. Il n'y a pas de constance. On utilise des mots qui sont proches, mais qui ne sont pas toujours synonymes. Et puis vous voyez que la Cour parle parfois de risque certain, ce qui est à mon avis un non-sens. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand il y a certitude, il n'y a plus de risque. Et pourtant, la Cour l'emploie maladroitement. On peut faire le même exercice en anglais et découvrir d'autres expressions qui sont parfois des traductions littérales, mais pas toujours. Les occurrences sont plus nombreuses parce qu'il y a plus d'arrêts en anglais qu'en français, tout simplement. Et un autre constat, c'est qu'il y a une inconstance dans les traductions. Si vous prenez une des expressions, je ne sais pas, substantial risk par exemple, vous verrez qu'elle est tantôt traduite par une expression A en français, dans un autre arrêt par une expression B, dans un troisième par une expression C. Autrement dit, ça montre qu'il y a un certain flou, qu'on manipule le concept de risque, qui est important, j'ai essayé d'expliquer pourquoi, mais sans constance. Par-delà ce que je viens d'expliquer, il y a tout de même un concept qui émerge. C'est celui de risque réel et immédiat, qu'on retrouve surtout dans les affaires liées à l'article 2, le droit à la vie. La Cour évoque souvent la situation d'un individu menacé de manière réelle et immédiate. Voici le refrain que la Cour nous sert régulièrement. Toute menace présumée pour la vie n'oblige pas les autorités à prendre des mesures spécifiques pour éviter les risques. Pareilles mesures ne doivent être prises que si les autorités savaient ou auraient dû savoir alors qu'il existait un risque réel et immédiat pour la vie, et si la situation était restée dans une certaine mesure sous son contrôle. Voilà l'idée d'un risque caractérisé. La première occurrence, c'est l'arrêt Haussmann contre le Royaume-Uni, il y a à quelques jours près 20 ans, en 1998, et on parle depuis lors de Haussmann test dans la littérature. Ce test, il a été utilisé dans des affaires de toutes sortes.
Vous voyez que je dépasse un petit peu le cadre du panel, et je vous prie de m'excuser, je ne parle pas que de terrorisme et de risques plus largement, mais ça concerne notamment des affaires de terrorisme, et puis des affaires qui concernent d'autres cas de violence criminelle, des suicides en prison, des activités dangereuses, par exemple la gestion des déchets dans l'arrêt Öner Yildiz contre Turquie, que je prends en exemple. La dernière question que je veux aborder avec vous, c'est celle de savoir si les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, gravité, probabilité, acceptabilité, on peut les retrouver dans le raisonnement juridique de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'on peut par là essayer de trouver une certaine cohérence dans le raisonnement? Je commence par le premier terme, la première notion, celle de gravité, et je me permets ici un postulat. Je pense que le critère est rencontré parce que quand un droit fondamental est en jeu, notamment le droit à la vie, on peut considérer que c'est grave. En tout cas, je le pense. On a une valeur consacrée dans un haut niveau de la hiérarchie des normes. Si elle est en danger, c'est qu'il y a gravité. Pour la probabilité, c'est un petit peu plus compliqué. Par l'utilisation des adjectifs réels et immédiats, on ressent que les juges réfléchissent à cela. Mais pas de manière explicite. Un risque réel et immédiat suppose, à mon avis, une probabilité relativement élevée. Et la littérature confirme que les juges prennent en compte la question de la probabilité dans leur réflexion. Mais c'est toujours empirique. Les termes réels et immédiats ne sont pas très précisément définis. On a quelques idées dans certains arrêts, mais ce n'est pas clair. Et ils sont d'ailleurs souvent confondus, l'un et l'autre, alors qu'on peut supposer que ce sont deux notions différentes si on n'utiliserait pas deux mots. À décharge des juges, il faut admettre qu'il y a de grandes difficultés à faire ce travail d'estimation de la probabilité. D'abord, c'est que le comportement humain est imprévisible. Il s'agit de se demander ce qui va se passer, si un attentat est probable, si un autre accident est probable. C'est assez difficile à faire. Et puis la Cour, presque toujours, intervient a posteriori, plusieurs années après l'événement, qui finalement s'est peut-être produit. Et elle doit se demander si, avant qu'il se produise, il était probable ou non qu'il se produise. Ce n'est pas évident, il faut le reconnaître. Et puis j'arrive au troisième élément, celui de l'acceptabilité. Autrement dit, une fois qu'on a identifié un risque, est-ce qu'on peut l'accepter et comment est-ce que la Cour répond à cette question? À nouveau, je ne vais pas être exhaustif dans la réflexion, mais deux idées. La première, je la base sur un extrait de l'arrêt Talpis, mais on peut trouver les mêmes idées dans d'autres arrêts. Eu égard aux difficultés pour la police d'exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, il existe des choix opérationnels à faire en termes de priorité et de ressources. Cela signifie qu'on doit reconnaître que la capacité des États a des limites, les limites matérielles. L'État est limité dans ses moyens financiers, dans ses moyens humains, et donc on doit accepter un certain risque qui découle de cette limite à sa capacité. Ça, c'est une première chose. La deuxième, qui est au moins aussi importante, je l'appuie sur un passage d'un autre arrêt, une autre considération pertinente est la nécessité de s'assurer que la police exerce son pouvoir de juguler et de prévenir la criminalité en respectant pleinement les voies légales et autres garanties qui limitent légitimement l'étendue de ces actes d'investigation criminelle et de traduction des délinquants en justice, y compris les garanties figurant, par exemple, aux articles 5 et 8 de la Convention. Ceci signifie que même lorsque l'État a les moyens matériels, il ne peut pas tout faire pour prévenir les risques. Les individus, la société dans son ensemble, doivent accepter certains risques pour assurer la protection d'autres droits fondamentaux, à la limite qui résulte de la capacité matérielle, dont j'ai parlé juste avant, s'ajoute donc une limite qui découle de son incapacité juridique. Cette identification de deux motifs d'acceptation du risque me paraît intéressante, notamment parce que la première limite est en train de reculer avec l'évolution technologique. Ce film de 2002, vous l'avez peut-être vu, évoquait une société dans laquelle la limite matérielle de la capacité de l'État a disparu. L'État est capable de prédire, j'ai presque fini, je vous rassure, l'État est capable de prédire les crimes avant qu'ils ne se produisent et arrête les futurs criminels avant qu'ils ne posent leur acte. Dans cette société, le risque zéro est devenu possible.
Ce qui est aussi marquant dans cette fiction, c'est que l'autre limite dont j'ai parlé est aussi abandonnée. Les limites juridiques à l'action préventive de l'État ont été abrogées. Or, c'est là un élément essentiel de la sauvegarde des libertés et on ne doit pas fléchir là-dessus. Je crois que la réflexion n'est pas vaine quand on sait que ce qui était de la science-fiction en 2002 tend à devenir une réalité en 2018, même si, je vous l'accorde, les technologies et les méthodes utilisées pour prédire les crimes ne sont pas les mêmes que dans le film de Spielberg. Je reviens, mais ce sera 15 secondes, sur Boris Vian. Pour terminer son roman, je vous rappelle que les enfants de Clémentine, Joël, Noël et Citroën, finissent enfermés dans une cage, chacun dans une cage, à l'intérieur d'une maison qui est entourée d'un jardin dont les arbres ont été déracinés et qui est lui-même entouré d'un mur infranchissable. C'est le seul moyen que leur mère avait trouvé pour prévenir les risques auxquels elle les voyait soumis. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher monsieur, pour cet exposé excessivement clair. Je pense qu'il doit y avoir derrière un énorme travail de dépouillement des arrêts et on a du mal à voir la quantité de travail qu'il y a derrière cet exposé qui a l'air d'être d'une fluidité, d'une facilité déconcertante. Merci infiniment. Je me permettrai peut-être juste une petite question, moi, administrativiste que je suis. Si vous avez, j'ai compris que c'était une piste de recherche que vous creusiez et peut-être, en tout cas, c'est pas un aboutissement, c'est pas complètement achevé. Si les travaux ou l'analyse du juge interne que l'on peut trouver en droit administratif ou en droit de l'environnement, qui utilise beaucoup cette notion de risque en matière de responsabilité, si ça peut être des éléments d'enrichissement pour vous, si vous voyez une certaine convergence entre ces différents domaines, finalement, et ces différents juges. Oui, alors effectivement, j'ai déjà pensé un peu à ces questions-là. En Belgique, on a aussi la notion en contentieux administratif de risque grave qui peut engendrer la compétence d'une juridiction. Et donc, ça fait partie plus largement de la réflexion. Dans un premier temps de mes travaux, je me concentre sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'il faut bien choisir des directions quand on cherche. Mais mon envie, mon souhait, c'est d'essayer d'aller un petit peu au-delà, de conceptualiser, si on peut, la notion de risque plus largement. Donc j'aurais envie, et on pourra peut-être en reparler, de creuser aussi ces pistes-là. Nous attendrons vos travaux finalisés avec très grand intérêt et avec une immense impatience.